L'automne de 1845 s'installait lentement sur les terres bretonnes, teintant de rouge et d'or les feuillages qui bordèrent la route menant à la majestueuse demeure Bellefleur. Les roues de la diligence crissaient sur les pavés humides, accompagnés par le claquement régulier des sabots des chevaux. L'intérieur, une femme d'une trentaine d'années observait le paysage à travers la vitre embuée, ses yeux d'un bleu glacial reflétant une détermination que peu auraient su interpréter. Judith Fournier serrait contre elle un petit sac de cuir contenant ses couteaux de cuisine et quelques effets personnels. Ses mains, calleuses par des années de pétrissage et de découpage, tremblaient légèrement, non de nervosité, mais d'une excitation contenue. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle désirait depuis si longtemps, une position dans l'une des demeures les plus prestigieuses des environs de Rennes. Le cocher, un homme bourru aux joues rougies par le vent et l'alcool, se pencha vers elle. « Madame Fournier, nous approchons de la propriété des Martin. Vous êtes sûre que c'est bien là que vous descendez ?»« Parfaitement sûre, » répondit Judith d'une voix ferme, ses lèvres esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai rendez-vous avec monsieur Édouard Martin lui-même. » La diligence s'immobilisa devant les grilles en fer forgé de la mansion Bellefleur. L'architecture néoclassique imposait le respect, colonnes doriques, frontons sculptés et ses fenêtres immenses qui semblaient scruter les visiteurs comme autant d'yeux vigilants. Les jardins, à la française, s'étendaient sur plusieurs hectares, parsemés de statues de marbre et de fontaines qui chantaient doucement dans le silence de l'après-midi. Judith descendit de la diligence, ajusta sa robe de laine noire, la seule convenable qu'elle possédait, et remercia le cocher d'un hochement de tête. Ses bottines de cuir usé claquèrent sur l'allée de gravier, tandis qu'elle se dirigeait vers l'entrée principale. Elle avait répété ce moment des centaines de fois dans sa tête, imaginant chaque détail, chaque parole qu'elle prononcerait. Un domestique en livrée bordeaux lui ouvrit la porte avant même qu'elle n'ait le temps de frapper. L'homme, d'âge mûr et aux manières impeccables, l'examina des pieds à la tête avec cette politesse distante caractéristique du personnel de maison bien dressé. « Madame Fournier, je présume ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Monsieur Martin vous attend dans le salon bleu. Veuillez me suivre. » L'intérieur de la demeure dépassait tout ce que Judith avait pu imaginer. Les plafonds voûtés s'élevaient à plus de 4 mètres de hauteur, ornés de fresques représentant des scènes mythologiques. Les sols de marbre blanc veinés de gris reflétaient la lumière des lustres en cristal, créant un jeu d'ombre et de reflets qui donnait à l'ensemble une atmosphère presque irréelle. Des tapisseries de soie ornaient les murs, tandis que des meubles d'époque, probablement hérités de générations de Martin, témoignaient d'une richesse accumulée sur des décennies. « Madame Fournier !» La voix tonnante d'Édouard Martin résonna dans le salon avant même que Judith ne franchisse le seuil. L'homme se leva de son fauteuil en velours bleu marine, révélant une stature imposante. Dans la cinquantaine, les tempes grisonnantes, il portait un costume de drap fin qui devait coûter plus que ce que Judith gagnait en une année dans ses précédents emplois. « Monsieur Martin », répondit-elle en exécutant une révérence respectueuse, « c'est un honneur de vous rencontrer. L'honneur est partagé. Votre réputation vous précède, ma chère. On m'a dit que vous aviez travaillé pour la famille de Montclair à Lyon et que vos desserts étaient, comment dire, divins. » Judith baissa modestement les yeux, bien que son cœur s'accélère à la mention de Lyon. « Vous me flattez, monsieur. J'essaie simplement de donner le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprends. » Excellente attitude. Édouard Martin se mit à arpenter le salon, ses mains jointes dans le dos. « Voyez-vous, Madame Fournier, ma famille et moi-même avons des projets d'envergure pour les mois à venir. Nous attendons la visite de plusieurs familles d'affaires très importantes, les Bernard de Paris, les Thomas de Normandie, les Robert de Bordeaux, les Petits de Marseille, les Richard de Lyon, les Laurent de Lausanne, et même les Simon qui sont établis à Montréal depuis une décennie. » À chaque nom mentionné, Judith sentait une pointe d'acier se planter un peu plus profondément dans sa poitrine. Ces noms, elle les connaissait.
Oh, comme elle les connaissait, mais elle garda un visage impassible, se contentant d'opiner du chef avec l'air intéressé qu'on attendait d'elle. Nous préparons ce qui sera probablement l'événement social le plus important de la décennie dans la région, continua Martin, visiblement enchanté par ses propres projets. Une fusion commerciale qui révolutionnera le commerce entre la France, la Suisse et le Canada. Imaginez une seule et même entreprise contrôlant les routes commerciales de Rennes à Montréal en passant par Paris et Lausanne. Cela semble ambitieux, murmura Judith, choisissant ses mots avec soin. Ambitieux, c'est visionnaire, ma chère. Et pour célébrer cette alliance, nous organiserons un banquet comme on n'en a jamais vu. C'est là que vous intervenez. Il s'arrêta devant elle, ses yeux brillants d'excitation. J'ai besoin que vous créiez un dessert extraordinaire. Quelque chose qui marquera les esprits, qui symbolisera cette union parfaite entre nos familles et nos intérêts. Judith releva la tête, ses yeux glacials croisant ceux de son futur employeur. Avez-vous une préférence particulière, monsieur? Justement, on m'a dit que votre spécialité était un gâteau aux amandes avec une calda au lisseur. Est-ce vrai? Un frisson parcourut l'échine de Judith. Ce gâteau, il avait tant de souvenirs attachés. Des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir, mais qui remontaient à la surface comme des bulles empoisonnées. En effet, répondit-elle d'une voix à peine audible, c'est une recette de famille. Parfait. Alors c'est décidé. Vous commencerez dès demain. Mon intendant, monsieur le comte, vous montrera vos quartiers et vous familiarisera avec les cuisines. Votre salaire sera de 15 francs par mois, plus le gîte et le couvert. Cela vous convient-il? 15 francs, c'était plus que ce qu'elle avait jamais gagné. Judith hocha la tête, une émotion complexe, mêlant gratitude et appréhension, lui serrant la gorge. Excellente nouvelle. Ah, une dernière chose, Madame Fournier, la discrétion est de mise dans cette maison. Nos invités sont des gens importants et leurs affaires, disons, requièrent une certaine confidentialité. J'espère que je peux compter sur vous. Naturellement, monsieur Martin, le secret professionnel est sacré pour moi. Édouard Martin sourit, satisfait. Je n'en doutais pas. Bienvenue chez nous, Madame Fournier. J'ai le sentiment que nous allons très bien nous entendre. Tandis que l'intendant Lecomte accompagnait Judith vers ses nouveaux quartiers, elle observait chaque détail de la demeure avec l'œil exercé d'une femme qui avait appris à survivre en terrain hostile. Les cuisines, situées dans l'aile est, étaient spacieuses et remarquablement équipées. Fourneaux en fonte dernière génération, plans de travail en marbre, et une réserve qui débordait de produits fins venus de toute l'Europe. Vous aurez carte blanche pour vos achats, expliquait le comte, tandis qu'il traversait l'office. Monsieur Martin ne lésine jamais sur la qualité quand il s'agit d'impressionner ses invités. Votre chambre se trouve juste au-dessus des cuisines, ce qui vous permettra d'être rapidement opérationnel en cas de besoin. La chambre était modeste mais confortable. Un lit de fer, une armoire en pin, une table de toilette avec un miroir fêlé et surtout une fenêtre qui donnait sur les jardins. Judith y déposa son sac et s'assit sur le bord du lit, ses mains tremblant légèrement. « Ça va aller, Judith, » se murmura-t-elle à elle-même. « Tu as attendu si longtemps, tu as survécu à pire que ça. » Elle sortit de son sac un petit carnet de cuir noir, aux pages jaunies par le temps. Sur la couverture, d'une écriture soignée, était inscrit « Recette de maman ». Elle l'ouvrit délicatement, révélant des dizaines de recettes manuscrites. Annoté, corrigé au fil des années. Ses doigts caressèrent une page en particulier, gâteau aux amandes et calda au lisseur, pour les grandes occasions. Cette recette avait fait sa renommée, mais elle portait aussi en elle le poids de ses souvenirs les plus douloureux. Judith ferma les yeux et se laissa envahir par les images du passé, une cuisine plus modeste, des rires d'enfants, et surtout le visage de sa mère, Marie Fournier, la femme qui lui avait tout appris de l'art culinaire avant de... Un coup frappé à la porte l'arracha à ses pensées. « Madame Fournier, c'est l'heure du dîner du personnel. Voulez-vous vous joindre à nous ?»« J'arrive » répondit-elle en refermant précipitamment son carnet. Le dîner du personnel se déroulait dans une petite salle attenante aux cuisines.
Judith fut présentée aux autres employés de la maison. Marie-Claire, la femme de chambre, une jeune fille de 20 ans aux joues roses et au sourire franc. Pierre le jardinier, un homme taciturne aux mains noircies par la terre. Margot la lingère, une femme d'âge mûr qui parlait peu mais observait tout. Et enfin Henri le cocher, qui se révéla être un conteur né, regalant la tablée d'histoire, sur ses voyages aux quatre coins de la Bretagne. « Alors, Madame Fournier, demanda Marie-Claire, en servant une soupe aux légumes fumantes, comment avez-vous entendu parler de ce poste ? J'ai travaillé dans plusieurs maisons bourgeoises, répondit Judith prudemment. La cuisine est ma passion depuis l'enfance. Ma mère était elle-même cuisinière. Et où avez-vous travaillé avant ici ? Insista Henri, visiblement curieux. Judith hésita un instant. Principalement à Lyon, dans la famille de Montclair. De Montclair. Margot releva la tête, ses yeux perçants fixés sur Judith. Ce nom me dit quelque chose. Il ne leur est pas arrivé quelque chose ? À cette famille ? Le sang de Judith se figea dans ses veines, mais elle parvint à conserver un air détaché. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai quitté leur service, il y a plusieurs mois déjà. Ah, peut-être que je confonds avec une autre famille, concéda Margot, mais ses yeux ne quittaient pas Judith. Le reste du repas se déroula dans une atmosphère plus détendue, Henri reprenant ses histoires de voyage. Mais Judith sentait le regard de Margot peser sur elle, et elle se promit de rester vigilante. Elle ne pouvait pas se permettre que le passé rattrape ses projets. Lorsqu'elle regagna sa chambre, la nuit était déjà bien avancée. Elle alluma une chandelle et s'installa à la table pour rédiger une lettre, comme elle l'avait fait chaque soir depuis des années. « Chère maman », écrivit-elle d'une main ferme, « je suis enfin arrivée là où je devais être. Les noms que tu prononçais dans tes cauchemars, ils sont tous ici. Martin, Bernard, Thomas, Robert, Petit, Richard, Laurent, Simon. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Je te le promets, maman. Justice sera rendue. » Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans son carnet de recettes, entre les pages de celle du gâteau aux amandes. Puis elle souffla la chandelle et s'allongea sur son lit, les yeux fixés au plafond. Demain commencerait sa vraie mission. Demain, elle entamerait la préparation de sa vengeance, celle qu'elle avait mitonnée pendant des années avec la même patience qu'elle mettait à préparer ses plus délicates pâtisseries. Dans l'obscurité de sa chambre, Judith Fournier sourit. Un sourire glacial qui aurait fait frissonner quiconque l'aurait aperçu. Car derrière l'apparente tranquillité de la nouvelle cuisinière se cachait une femme habitée par une rage froide et méthodique, une femme qui avait enfin tous les ingrédients nécessaires pour concocter sa recette la plus meurtrière. Le vent automnal soufflait dans les branches des chênes centenaires qui entouraient la demeure Bellefleur, et leurs gémissements semblaient murmurer des avertissements que personne n'était là pour entendre. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. La demeure Bellefleur se transformait progressivement en une ruche bourdonnante où chaque détail était scruté, ajusté, perfectionné. Judith observait cette agitation avec un détachement presque clinique, tout en s'imprégnant des habitudes de la maison et en gagnant la confiance de ses employeurs. Dès l'aube, elle descendait aux cuisines pour préparer les repas quotidiens de la famille Martin. Édouard avait une épouse, Mathilde, une femme élégante mais fragile qui passait ses journées au lit, souffrant de nerfs délicats, selon l'expression consacrée. Leur fils unique, Antoine, âgé de 22 ans, était un jeune homme insouciant qui partageait son temps entre Paris et Rennes, s'adonnant au plaisir de la vie mondaine sans se soucier des affaires familiales. Madame Fournier l'interpella Édouard un matin de novembre alors qu'elle préparait un soufflé au fromage pour le déjeuner. « J'ai reçu confirmation. Nos invités arriveront le 15 décembre. Nous aurons exactement 3 semaines pour finaliser les préparatifs. » Judith leva les yeux de sa préparation, ses mains continuant mécaniquement à battre les blancs en neige. « Très bien, monsieur. Combien d'invités devrais-je prévoir ? 16 personnes au total, les 8 patriarches des familles, accompagnés chacun de leur épouse, et nous serons 3 de notre côté, ma femme, mon fils et moi-même. » Il marqua une pause, visiblement excité. 19 convives pour le dîner le plus important de ma carrière. 19.
Judith mémorisa ce chiffre, l'ajoutant aux nombreux détails qu'elle collectait méticuleusement. Chaque information était précieuse pour l'exécution de son plan. « Pour le menu, » continua Édouard, « j'aimerais que vous prépariez un festin digne de Versailles. Commencez par des amuse-bouches raffinées, puis une soupe de homard, suivie d'un rôti de bœuf de Charolles, accompagné de légumes de saison. Et bien sûr, votre fameuse pâtisserie comme dessert. Entendu, monsieur, aurais-je un budget particulier pour les achats? Aucune limite. Je veux que ce repas reste gravé dans toutes les mémoires. Si seulement il savait à quel point ses souhaits allaient être exaucés, songea Judith en réprimant un sourire sardonique. Les jours suivants, elle se rendit plusieurs fois au marché de Rennes pour sélectionner les meilleurs produits. C'était aussi l'occasion d'effectuer certains achats plus particuliers. Dans les ruelles sombres de la vieille ville, elle trouva un apothicaire véreux qui ne posait pas trop de questions sur l'usage qu'elle comptait faire de certaines substances. De l'arsenic blanc, avait-il murmuré en jetant des regards nerveux autour de lui. « C'est pour les rats, j'imagine. »« Naturellement, » avait répondu Judith d'un ton neutre. « Nous avons une infestation dans les cuisines du château. Il me faut quelque chose d'efficace. » L'homme lui avait vendu une petite fiole de poudre cristalline qu'elle avait soigneusement dissimulée dans son panier, sous des légumes fraîchement cueillis. De retour à Bellefleur, elle cacha la fiole dans sa chambre, dans un coffret secret qu'elle avait installé derrière une lame de parquet descellée. À côté de l'arsenic, elle rangea d'autres ingrédients, collectés au fil des semaines. De la belladone séchée, de l'aconitine extraite de Naples et quelques autres substances que sa mère lui avait appris à identifier dans sa jeunesse. Car Marie Fournier n'avait pas été qu'une simple cuisinière. Elle avait aussi été sage-femme, herboriste, et bien que cela ne se soit jamais su officiellement, elle avait aidé certaines femmes du village à se débarrasser de maris violents ou d'amants encombrants. Cette connaissance des poisons, elle l'avait transmise à sa fille unique, non par malice, mais parce qu'elle savait que le monde était cruel envers les femmes sans protection. « Retiens bien cela, ma petite Judith, lui disait-elle en broyant des herbes dans son mortier de pierre. Un grain de ceci peut endormir, une pincée peut tuer, et une poignée peut faire disparaître toute trace. Mais surtout, n'utilise jamais ces connaissances à la légère. Le poison est l'arme des désespérés, pas des méchants. » Judith avait écouté, appris, retenu. Et maintenant, 20 ans plus tard, ses leçons allaient enfin servir. Au fil des semaines, elle perfectionnait sa recette du gâteau fatal. Dans le secret de sa chambre, tard le soir, elle calculait et recalculait les dosages. L'arsenic blanc avait l'avantage d'être presque inodore et sans saveur marquée. Mélangé à la liqueur d'amande amère de la calda, il serait pratiquement indétectable. Mais il fallait doser avec précision. Trop peu et l'effet ne serait pas suffisant, trop et le goût métallique risquait d'alerter les convives. Elle décida finalement d'utiliser une combinaison subtile, de l'arsenic comme base, renforcée par quelques gouttes d'aconitine pour accélérer l'action et une pointe de belladone pour masquer l'amertume. Le tout serait incorporé dans la calda aux liqueurs, que chaque part de gâteau absorberait comme une éponge mortelle. « Maman !» murmurait-elle à ses pages de recettes chaque soir, « bientôt, ils paieront tous. Bernard qui a refusé de te soigner quand tu es tombé malade. Thomas qui t'a chassé de sa maison quand tu étais enceinte de moi. Martin qui a répandu ses rumeurs sur ta prétendue sorcellerie. Tous, ils vont connaître ce que tu as enduré. » En journée, Judith se montrait irréprochable dans son travail. Elle préparait des repas raffinés qui enchantèrent les Martins, se montrait discrète et efficace, et gagnait progressivement la confiance de ses collègues. Seule Margot continuait de l'observer d'un œil méfiant, mais la lingère était assez âgée pour que ses soupçons soient attribués à la méfiance naturelle de la vieillesse. Un soir de début décembre, tandis qu'elle nettoyait les cuisines après le dîner, Henri le cocher vint lui tenir compagnie. « Dites-moi, Madame Fournier, » commença-t-il en s'installant sur un tabouret, « vous ne trouvez pas cette ambiance un peu étrange ces derniers temps ?» Judith suspendit son geste, une assiette à la main. « Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, tous ces préparatifs, ces invités si importants. Il paraît qu'ils viennent tous de familles très riches, très puissantes,
Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas net dans tout ça. Comment ça? Demanda-t-elle en reprenant son nettoyage, feignant l'indifférence. La semaine dernière, j'ai dû aller porter un message à l'étude de maître Robespierre, le notaire de monsieur Martin. J'ai entendu des bribes de conversation. Il était question de documents compromettants, de chantage, de secrets de famille. Henri baissa la voix. Je crois que ces familles ne se réunissent pas seulement pour des affaires honnêtes. Judith sentit son cœur s'accélérer. Vous devriez faire attention à ne pas écouter aux portes, Henri. Cela pourrait vous attirer des ennuis. Je sais. Mais enfin, quand on travaille dans une maison, on finit par voir et entendre des choses. Et puis, il y a eu cette histoire à Lyon aussi. Quelle histoire? Demanda Judith malgré elle. La famille de Montclair. Vous savez, celle pour qui vous travailliez avant. Henri se pencha vers elle, l'air conspirateur. Il paraît qu'ils sont tous morts dans d'étranges circonstances, empoisonnés d'après les rumeurs, et leur cuisinière a disparu juste après. Judith faillit lâcher l'assiette qu'elle tenait. Elle se ressaisit rapidement et haussa les épaules avec désinvolture. Les rumeurs vont toujours bon train. J'ai quitté cette maison bien avant tout incident, quel qu'il soit. Bien sûr, acquiesça Henri, mais ses yeux ne la quittaient pas. C'est juste que... Enfin, avec tous ces préparatifs, j'ai comme une mauvaise intuition. Les domestiques ne sont pas payés pour avoir des intuitions, répliqua Judith sèchement. Nous sommes là pour servir, pas pour nous mêler des affaires de nos maîtres. Henri leva les mains en signe d'apaisement. Vous avez raison. Excusez-moi, je ne voulais pas vous importuner. Quand il fut parti, Judith s'effondra sur une chaise, le cœur battant à tout rompre. Henri en savait trop, et Margot aussi soupçonnait quelque chose. Il faudrait qu'elle soit encore plus prudente dans les jours à venir. Le 10 décembre, les préparatifs s'intensifièrent. Des domestiques supplémentaires furent engagés pour l'occasion. La vaisselle en porcelaine de Sèvres fut sortie des armoires et astiquée jusqu'à briller comme des miroirs, et les appartements d'invités furent préparés avec un soin méticuleux. Judith, elle, commença les préparations culinaires proprement dites. Elle prépara les bases qui pouvaient être conservées, les fonds de sauce, les pâtés, les confitures maison. Chaque geste était calculé, chaque ingrédient pesé avec la précision d'un orfèvre. Madame Fournier, l'interpella Mathilde Martin un après-midi, apparaissant dans les cuisines comme un fantôme en robe de soie blanche. « J'espère que tout se déroule selon vos attentes ?»« Parfaitement, madame. Tout sera prêt pour le 15. » Mathilde Martin était une femme fragile, aux traits délicats et aux mains transparentes qui tremblaient légèrement. Ses grands yeux bleus reflétaient une mélancolie perpétuelle, comme si elle portait en elle le poids de chagrins inavoués. « Vous savez, » reprit-elle en s'appuyant contre le plan de travail, « j'ai parfois des pressentiments étranges. Depuis quelques jours, je ressens une anxiété inexplicable, comme si quelque chose de terrible allait arriver. » Judith la regarda avec intérêt. « Les nerfs sont parfois sensibles aux changements, madame. Cette réception est importante pour votre époux. Il est normal que l'atmosphère de la maison soit un peu tendue. »« Peut-être, » murmura Mathilde, mais elle ne semblait pas convaincue. « Dites-moi, vous avez déjà vécu des situations similaires? Des réceptions d'envergure? » ?»« Quelques-unes, oui. »« Et tout s'est toujours bien passé ?» Judith soutint le regard de Mathilde sans ciller. « Jusqu'à présent, oui. Mes employeurs ont toujours été satisfaits. » Mathilde hocha la tête et repartit vers ses appartements, sa robe de soie bruissant doucement sur le carrelage des cuisines. Judith la regarda s'éloigner avec un mélange de pitié et de détermination. Cette femme serait bientôt veuve, mais au moins elle n'aurait plus à supporter les combines douteuses de son mari. Le 13 décembre, Judith procéda à un dernier test de sa mixture mortelle. Elle en appliqua une infime quantité sur la langue d'un rat de cuisine qu'elle avait capturé. L'animal mourut en moins de 20 minutes, dans d'atroces convulsions. Parfait. Le dosage était au point. Elle passa la soirée à recopier une dernière fois sa recette dans son carnet en y incorporant les modifications finales. Sur la page d'en face, elle rédigea ce qui ressemblait à une lettre d'adieu. « Si quelqu'un trouve ce carnet après ma disparition, qu'il sache que j'ai agi par amour pour ma mère et par soif de justice.
Les hommes qui mourront le 15 décembre ont détruit la vie de Marie Fournier, la femme la plus généreuse et la plus courageuse que cette terre ait portée. Ils l'ont humiliée, chassée, affamée et finalement tuée à petit feu. Leur mort n'est que le rééquilibrage d'une balance qui penchait depuis trop longtemps du mauvais côté. Elle referma le carnet et le serra contre sa poitrine. Plus que 2 jours avant l'accomplissement de sa vengeance, le 14 décembre au soir, les premiers invités commencèrent à arriver. Judith les observa depuis la fenêtre de sa chambre. Des carrosses élégants déversaient sur le perron de Bellefleur des hommes et des femmes vêtus de leurs plus beaux atours. Elle reconnut certains visages d'après les descriptions que lui avait données sa mère. Armand Bernard, un homme corpulent au visage jovial qui cachait une âme de rapace. Claude Thomas, petit et nerveux, aux yeux de fouine. Georges Robert, grand et maigre, au regard dédaigneux. Tous étaient là, tous les bourreaux de sa mère étaient réunis sous le même toit, prêts à déguster leur dernière scène. Judith sourit dans l'obscurité de sa chambre. Demain, elle servirait enfin le plat de sa vengeance, longuement mijoté et assaisonné de toute la haine qu'elle avait accumulée pendant des années. Demain, justice serait rendue. Le 15 décembre 1845 se leva dans un froid glacial qui semblait présager les événements à venir. Judith s'éveilla avant l'aube, le cœur battant non de nervosité mais d'une excitation contenue. Aujourd'hui était le jour qu'elle avait attendu pendant 20 longues années. Elle descendit aux cuisines dans le silence de la demeure encore endormie et alluma les fourneaux. Ses gestes étaient précis, méthodiques, comme ceux d'un chirurgien s'apprêtant à opérer. Elle sortit son carnet de recettes et l'ouvrit à la page fatidique. Gâteau aux amandes et calda au lisseur, pour les grandes occasions. Mais avant de commencer la préparation, Judith savait qu'elle devait faire quelque chose qu'elle avait repoussé trop longtemps. Il était temps de se confronter à la vérité complète de son passé, cette vérité qu'elle n'avait jamais osé regarder en face. Elle monta à sa chambre et sortit de son coffret secret un autre carnet plus ancien, plus abîmé que celui des recettes. C'était le journal de sa mère, Marie Fournier, qu'elle avait trouvé après sa mort et qu'elle n'avait jamais eu le courage de lire entièrement. « Si tu lis ceci, ma petite Judith, » commençait la première page d'une écriture tremblante, « c'est que je ne suis plus de ce monde et que tu as enfin trouvé le courage d'affronter notre histoire familiale. » Judith tourna les pages avec des mains tremblantes, redécouvrant des passages qu'elle avait oubliés, en découvrant d'autres qu'elle n'avait jamais lus. 1820, j'ai 18 ans et je viens d'être engagée comme cuisinière chez les Martin à Rennes. Édouard Martin n'a que 23 ans, mais il dirige déjà une partie des affaires familiales. Il est beau, charmant, et moi je suis naïve au point de croire qu'un homme de sa condition pourrait s'intéresser à une simple domestique. Le sang de Judith se figea. Elle n'avait jamais su que sa mère avait travaillé chez les Martin. Toutes ces années, elle avait cru que sa haine était dirigée contre des étrangers, mais la vérité était bien plus complexe. 1821. Édouard me fait des avances de plus en plus pressantes. Il me promet le mariage, me dit que l'amour peut surmonter les différences sociales. Je résiste longtemps, mais finalement je cède. Comment aurais-je pu deviner que pour lui, je n'étais qu'un divertissement? Judith sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit lourdement sur son lit et continua sa lecture, le cœur battant à tout rompre. 1822, je suis enceinte. Quand j'annonce la nouvelle à Édouard, il éclate de rire. « Tu ne pensais tout de même pas que j'allais épouser une cuisinière ?» me dit-il. « Trouve-toi un mari parmi tes semblables et fais-lui croire que l'enfant est de lui. » Mais comment pourrais-je faire une chose pareille? Cet enfant est le sien, qu'il le veuille ou non. Les mains de Judith tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir le carnet. Édouard Martin, son employeur actuel, était... 1823. Judith est née le 12 mars. Elle a les yeux de son père, ce bleu glacial si particulier aux Martin. Édouard a refusé de la reconnaître, bien sûr. Pire, il m'a chassé de la maison en répandant des rumeurs sur ma prétendue dépravation. Ses amis, Bernard, Thomas, Robert et les autres, se sont tous ligués contre moi.
Partout où je me présente pour trouver du travail, ils ont fait courir le bruit que j'étais une femme de mauvaise vie, une sorcière, une empoisonneuse. » Judith ferma les yeux, submergée par une révélation qui changeait tout. Édouard Martin n'était pas seulement l'un des bourreaux de sa mère, c'était son père, son propre père qu'elle s'apprêtait à empoisonner. Elle continua sa lecture, découvrant comment Marie avait erré de ville en ville, chassée partout par la réputation que lui avaient faite les 8 familles. Comment elle avait fini par se réfugier dans un petit village de montagne, où elle était devenue herboriste et sage-femme, vivant dans la pauvreté et l'isolement. 1843. Je sens que mes forces m'abandonnent. Le mal qui me ronge s'aggrave de jour en jour. Je n'ai pas les moyens de me soigner, et aucun médecin ne veut se déplacer pour une paria comme moi. Judith, ma chérie, si tu lis ceci un jour, ne me venge pas par haine, mais par amour de la justice. Ces hommes ont détruit bien d'autres vies que la mienne. Les dernières pages du journal révélèrent des détails que Judith n'avait jamais soupçonnés. Sa mère avait découvert, au fil des années, les agissements de ses anciens bourreaux, Armand Bernard, qui vendait de la nourriture avariée aux pauvres, Claude Thomas, qui exploitait des enfants dans ses usines, Georges Robert, qui prêtait de l'argent à des taux usuraires, ruinant des familles entières. « Ils ne m'ont pas seulement détruite, moi », écrivait Marie dans ses dernières lignes. « Ils ont bâti leur fortune sur la misère d'autrui. Si quelqu'un doit un jour les arrêter, qu'il sache qu'il ne vengera pas seulement une femme humiliée, mais des centaines d'innocents. » Judith referma le journal, des larmes coulant sur ses joues. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son histoire familiale venait de s'effondrer. Édouard Martin était son père biologique, un père qui avait refusé de la reconnaître et qui avait détruit la vie de sa mère. Mais cette révélation, loin de l'arrêter dans ses projets, ne fit que renforcer sa détermination. Elle n'allait pas seulement venger sa mère, elle allait punir un père indigne et tous ses complices. Elle descendit aux cuisines avec une résolution nouvelle. Il était temps de préparer le gâteau de la vengeance, mais aussi celui de la justice. Vers 10 heures du matin, l'agitation battait son plein dans la demeure. Les invités prenaient leur petit déjeuner, les domestiques s'affairaient aux derniers préparatifs, et Judith commença la confection de son œuvre mortelle. Elle mélangea la farine d'amande avec le sucre en poudre, incorpora les œufs un à un, puis le beurre fondu. Ses gestes étaient ceux d'une virtuose, précis et fluides, tandis que son esprit calculait et recalculait les proportions de poison nécessaires. Madame Fournier, la voix d'Antoine Martin, le fils d'Édouard, la fit sursauter. Le jeune homme se tenait sur le seuil des cuisines, élégant dans son costume de velours sombre. « Monsieur Antoine », répondit-elle en s'inclinant légèrement. « Puis-je vous aider ? Je voulais simplement vous remercier à l'avance. Père m'a dit que vous prépariez quelque chose d'exceptionnel pour ce soir. » Judith observa le jeune homme avec attention. Il avait les mêmes yeux bleus qu'elle, la même ligne de mâchoire que leur père commun. Antoine était son demi-frère sans le savoir. « J'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes, » murmura-t-elle. « Oh, j'en suis sûre. Et puis, vous savez, tous ces gens importants, parfois je me demande s'ils méritent vraiment tous les efforts qu'on fait pour eux. » Judith releva la tête, intriguée. « Que voulez-vous dire ?» Antoine jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis se pencha vers elle. « Entre nous, ces familles que reçoit mon père, elles ont toutes des squelettes dans leurs placards. Les Bernard avec leur trafic, les Thomas et leur exploitation d'enfants, les Robert et leurs prêts criminels. Parfois je me dis qu'ils auraient tous mérité de finir devant un tribunal plutôt qu'à notre table. » Ces paroles frappèrent Judith comme une gifle. Même Antoine, sans connaître toute la vérité, pressentait la nature maléfique de ces hommes. « Votre père le sait-il » demanda-t-elle prudemment. « Père, ils ferment les yeux parce que leurs affaires rapportent. Mais moi, j'ai parfois honte de porter le nom des Martin. » Antoine soupira. « Enfin, passons. Je voulais aussi vous dire. J'ai remarqué que vous aviez les mêmes yeux que moi. C'est troublant, vous ne trouvez pas ?» Le cœur de Judith s'arrêta de battre. « Pardon, vos yeux, ce bleu si particulier, c'est exactement le même que le mien et que celui de père. Ma mère dit toujours que les yeux Martin sont reconnaissables entre mille.
Judith détourna le regard, prétextant devoir surveiller sa préparation. Ce sont des choses qui arrivent, les ressemblances fortuites. Peut-être, acquiesça Antoine, mais il continuait de l'observer. Vous savez, parfois, j'ai l'impression d'avoir déjà vu votre visage quelque part. Comme si... Monsieur Antoine! L'interpellation de Lecomte, l'intendant, interrompit cette conversation dangereuse. Votre père vous demande au salon. Les invités souhaitent vous rencontrer. J'arrive, répondit le jeune homme. Il se tourna une dernière fois vers Judith. Nous reprendrons cette conversation plus tard, Madame Fournier. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir sur vous. Quand il fut parti, Judith s'appuya contre le plan de travail, les jambes tremblantes. Antoine soupçonnait-il quelque chose? Avait-il deviné leur lien de parenté? Elle se ressaisit rapidement. Il était trop tard pour reculer maintenant. Son gâteau était presque terminé. Il ne restait plus qu'à préparer la calda empoisonnée. Elle fit fondre du sucre dans une casserole, y ajouta de la crème fraîche et de la liqueur d'amande. Puis, quand le mélange fut homogène, elle sortit de sa poche la petite fiole d'arsenic. Ses mains ne tremblaient plus. Elles étaient d'une fermeté parfaite, guidées par 20 années de colère et de préparation. Une pincée d'arsenic blanc, quelques gouttes d'aconitine, une pointe de belladone. Le tout se mélangea à la calda, sans en altérer ni la couleur ni la texture. « Voilà, maman, » murmura-t-elle, « ton sacrifice n'aura pas été vain. » Mais au moment où elle versait la calda empoisonnée sur le gâteau, une main se posa brutalement sur son épaule. Je savais bien que j'avais raison de me méfier de vous. Judith se retourna d'un bloc et se retrouva face à Margot, la lingère, dont les yeux brillaient d'une colère froide. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » dit Judith en tentant de conserver son calme. « N'essayez pas de mentir, j'ai tout vu. Ce que vous venez de verser dans cette casserole, ce n'était pas du sucre ou de la crème. » Margot la regardait avec un mélange de terreur et de fascination. « Vous êtes en train d'empoisonner ce gâteau. » Judith jaugea rapidement la situation. Margot était seule, et les autres domestiques étaient occupés ailleurs dans la maison. Elle avait peut-être encore une chance de sauver ses plans. « Margot, » dit-elle d'une voix douce, « vous faites erreur. Je n'ai rien fait d'autre que préparer ce dessert comme convenu. Mentez pas. Je vous ai vu sortir cette petite fiole de votre poche. Et puis, j'ai fait mes recherches sur vous, Judith Fournier, si c'est bien votre vrai nom. » La lingère croisa les bras. La famille de Montclair à Lyon, elle n'a pas juste eu des incidents. Ils sont tous morts empoisonnés, et leur cuisinière a disparu dans la nature juste après. Judith sentit le piège se refermer sur elle. Même si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait? Ces hommes qui sont là-haut méritent ce qui va leur arriver. Ah, vous l'admettez enfin, triompha Margot. Mais peu importe ce qu'ils méritent, je peux pas laisser faire ça. Je vais prévenir Monsieur Martin tout de suite. Elle fit un pas vers la porte, mais Judith fut plus rapide. Elle saisit un couteau de cuisine sur le plan de travail et le pointa vers la lingère. Ne bougez pas, Margot, vous ne comprenez pas ce qui se joue ici. Vous êtes folle, posez ce couteau. Écoutez-moi, dit Judith d'une voix pressante. Ces hommes là-haut ne sont pas les honorables bourgeois qu'ils prétendent être. Ils ont détruit des dizaines de vies. Ils ont ruiné des familles entières, exploité des enfants, laissé mourir des innocents. C'est peut-être vrai, mais c'est pas à vous de faire justice. Il y a les tribunaux pour ça. Les tribunaux? Judith éclata d'un rire amer. Vous croyez vraiment que la justice s'intéresse aux pauvres? Ma mère est morte dans la misère parce que ces hommes l'ont détruite et aucun juge ne s'en est jamais soucié. Margot la regardait avec un mélange de pitié et d'incompréhension. « Votre mère, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Elle travaillait ici, dans cette même maison, il y a 25 ans. Édouard Martin l'a séduite, mise enceinte, puis chassée en répandant des calomnies sur elle. Ses amis l'ont suivie partout pour ruiner sa réputation. Elle est morte seule et abandonnée, sans un sou pour se soigner. « Mon Dieu !» murmura Margot, visiblement ébranlée. « Mais vous voulez dire qu'Édouard Martin est mon père? » « Exactement. Et ce soir, il va payer pour ce qu'il a fait à ma mère. » Les deux femmes se regardèrent en silence pendant de longues secondes. Puis Margot secoua la tête. « Je suis désolé pour votre mère, vraiment.
Mais je peux quand même pas vous laisser empoisonner tous ces gens. Il y a des innocents parmi eux. Les épouses, par exemple, qu'est-ce qu'elles ont fait? Cette remarque frappa Judith comme un coup de poing. Dans sa soif de vengeance, elle avait occulté le fait que les épouses des 8 patriarches seraient également présentes au dîner. Des femmes innocentes qui allaient mourir pour les crimes de leur mari. Balbutia-t-elle, je n'avais pas pensé à... Et le jeune Antoine, il va manger de ce gâteau, lui aussi, non? Votre propre demi-frère? Judith sentit sa détermination vaciller. Elle avait été si obsédée par sa vengeance qu'elle n'avait pas mesuré toutes les conséquences de ses actes. Combien d'innocents allaient mourir à cause de sa haine? Mais soudain, elle se souvint des dernières paroles de sa mère. « Ne me venge pas par haine, mais par amour de la justice. » Et elle repensa aux révélations d'Antoine sur les crimes des familles invitées. « Non, » dit-elle en raffermissant sa prise sur le couteau, « il est trop tard pour reculer. Ces hommes ont eu leur chance de se racheter, ils ne l'ont pas saisi. Judith, écoutez-moi. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. » Mais leur conversation fut interrompue par l'arrivée soudaine d'Henri, le cocher. Il s'arrêta net en voyant la scène, Judith brandissant un couteau face à Margot terrorisée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, incrédule. « Henri !» s'écria Margot. « Elle veut empoisonner les invités. Elle a mis du poison dans le gâteau. » Henri regarda alternativement les 2 femmes, puis son regard se posa sur la calda qui achevait de refroidir sur le gâteau. « C'est donc ça, murmura-t-il. J'avais raison d'avoir des soupçons. Vous êtes la cuisinière de Lyon, celle qui a empoisonné la famille de Montclair. » Judith comprit qu'elle était définitivement démasquée. Mais étrangement, au lieu de panique, elle ressentit presque du soulagement. Le poids du secret était enfin levé. « Oui, » dit-elle simplement, « et ce soir je vais terminer ce que j'ai commencé. »« Pourquoi ?» demanda Henri. « Pourquoi tant de haine ?» Judith leur raconta son histoire. La mort de sa mère, les humiliations subies, la découverte de sa vraie parenté avec Édouard Martin. Elle parla avec une passion froide, détaillant chaque injustice, chaque souffrance accumulée au fil des années. Quand elle eut terminé, un silence pesant s'installa dans les cuisines. Henri et Margot la regardaient avec un mélange de compassion et d'horreur. « Je comprends votre douleur, » dit finalement Henri, « mais vous ne pouvez pas faire ça. Il y aura des innocents parmi les victimes. »« Et alors ?» répliqua Judith avec amertume. « Ma mère était innocente, elle aussi. Cela a-t-il empêché ces hommes de la détruire? 2 injustices ne font pas une justice, intervint Margot. Si vous faites ça, vous deviendrez comme eux. » Judith hésita. Pour la première fois depuis des années, son absolue certitude vacillait. Puis elle pensa à sa mère morte seule et abandonnée, et sa résolution se raffermit. « Il est trop tard, » dit-elle. « Le gâteau est prêt, les invités vont bientôt passer à table. Rien ne peut plus m'arrêter. »« Si, » dit une voix derrière elle. Judith se retourna et découvrit Antoine Martin qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Son visage habituellement souriant était grave, et ses yeux si semblables aux siens, la fixaient avec une intensité troublante. « Antoine, » murmura-t-elle. « J'ai tout entendu, » dit le jeune homme en s'avançant lentement. « Toute l'histoire. Et maintenant, je comprends pourquoi vous me sembliez familière. » Il s'arrêta à quelques pas d'elle, sans montrer la moindre peur, malgré le couteau qu'elle tenait encore. « Vous êtes ma sœur, » dit-il simplement, « ma demi-sœur que je n'ai jamais connue. » Judith sentit ses défenses s'effriter. Face à cet homme qui partageait son sang, sa colère semblait soudain moins brûlante. « Antoine, vous ne comprenez pas. Votre père. Mon père est un homme faible et égoïste. Je le sais depuis longtemps, » l'interrompit-il. « Et les amis qu'il reçoit ce soir valent encore moins que lui. Mais cela ne justifie pas ce que vous vous apprêtez à faire. Ils ont détruit notre mère. »« Notre mère, » répéta Antoine, et ces mots semblaient étranges dans sa bouche. « Oui, j'imagine qu'elle était aussi ma mère d'une certaine façon, et je suis désolé de ce qui lui est arrivé. Mais regardez autour de vous, Margot, Henri, moi-même, nous ne sommes pas vos ennemis. Ne nous entraînez pas dans votre vengeance. » Judith regarda tour à tour les 3 personnes qui l'entouraient.
Dans leurs yeux, elle ne voyait ni haine ni accusation, mais une peine sincère et une inquiétude réelle pour elle. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Que j'oublie tout? Que je pardonne à ceux qui ont tué ma mère ?»« Non, » répondit Antoine, « mais il y a d'autres moyens d'obtenir justice. Des moyens qui ne feront pas de vous une meurtrière. » Il tendit lentement la main vers elle. « Donnez-moi ce couteau, Judith. Laissez-moi vous aider à trouver une autre solution. » Pendant un long moment, Judith resta immobile, partagée entre sa soif de vengeance et cette offre inattendue de fraternité. Puis, lentement, ses doigts se desserrèrent autour du manche du couteau, qui tomba avec un bruit métallique sur le carrelage. Elle s'effondra sur une chaise, épuisée par des années de haine et de préparatifs. Antoine s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons trouver une solution, » murmura-t-il. « Je vous le promets. » Mais à cet instant précis, la voix puissante d'Édouard Martin résonna dans toute la maison. « Le dîner est servi, que l'on apporte le gâteau de Madame Fournier. » Les 4 personnes présentes dans les cuisines échangèrent des regards horrifiés. Le gâteau empoisonné était toujours là, magnifique et mortel, prêt à être servi aux convives qui n'attendaient plus que lui. Et dans quelques minutes, il serait trop tard pour empêcher la catastrophe. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. L'horloge de la demeure Bellefleur sonna 8 coups, marquant le début du dîner le plus tragique de l'histoire de la Bretagne. Dans la salle à manger fastueusement décorée, 19 convives prirent place autour de la longue table dressée, avec la vaisselle en porcelaine de Sèvres et l'argenterie héritée de générations de Martin. Édouard Martin, resplendissant dans son smoking de soie noire, leva son verre de champagne. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa fille qu'il ne reconnaissait pas, brillaient de satisfaction et d'ambition. « Mes chers amis, » déclara-t-il d'une voix vibrante d'émotion, « ce soir marque un tournant historique dans nos affaires. L'union de nos 8 familles va créer un empire commercial qui s'étendra de Rennes à Montréal, en passant par Paris et Lausanne. » Les applaudissements crépitèrent autour de la table. Armand Bernard, corpulent et le visage rougi par l'alcool, se leva à son tour. « À Édouard Martin !» s'écria-t-il en brandissant son verre, « l'homme qui a eu la vision de nous réunir pour cette entreprise grandiose. » Tandis que les convives trinquaient joyeusement, ignorant le drame qui se jouait dans les cuisines, Judith regardait par l'entrebâillement de la porte de service. Elle observait ces hommes qui avaient détruit sa mère, ces bourgeois repus, qui s'apprêtaient à sceller leurs affaires criminelles dans la bonne humeur. « Il faut faire quelque chose », murmura Antoine à ses côtés. « Père vient de demander qu'on serve les amuse-bouches. Le gâteau sera présenté dans 1 heure tout au plus. » Henri et Margot se tenèrent derrière eux, encore sous le choc des révélations qu'ils venaient d'entendre. La lingère serrait nerveusement son tablier entre ses mains ridées. « On pourrait renverser le gâteau par accident, » suggéra-t-elle. « Dire qu'il y a eu un incident en cuisine. Père ne l'accepterait jamais, » répondit Antoine. « Il faudrait le refaire, et nous n'avons pas le temps. Et puis, Judith aurait probablement accès aux ingrédients pour le repréparer. » Judith écoutait leurs échanges sans vraiment y participer. Une partie d'elle-même était soulagée d'avoir été arrêtée avant d'accomplir l'irréparable, mais une autre partie, plus sombre, regrettait amèrement cette occasion manquée de venger sa mère. « Et si on prévenait les invités ?» proposa Henri. « On pourrait leur dire que... »« Que quoi ?» l'interrompit Antoine. « Que notre cuisinière a tenté d'empoisonner leur dessert. Cela provoquerait un scandale épouvantable. Les familles rompraient immédiatement leurs accords, et Père serait ruiné. Ce ne serait que justice, » marmonna Judith. « Après tout ce qu'il a fait. »« Judith, » dit Antoine en se tournant vers elle, « je sais que Père mérite d'être puni pour ses actes, mais pas de cette façon, et surtout pas en entraînant des innocents dans sa chute. » Dans la salle à manger, le premier service venait d'être débarrassé. Les invités attaquaient maintenant la soupe de homard en échangeant des propos sur leurs affaires communes. Claude Thomas, petit homme nerveux aux cheveux clairsemés, expliquait avec animation ses projets d'expansion vers l'Amérique du Nord. Nos contacts à Montréal nous assurent que les autorités locales se montreront
Une coopérative, disait-il en adressant un clin d'œil entendu à ses interlocuteurs, moyennant quelques arrangements financiers, bien entendu. Les rires gras qui accueillirent de ces paroles donnèrent la nausée à Judith. Ces hommes ne se contentaient pas de détruire des vies en France, ils exportaient leurs pratiques criminelles jusqu'au Nouveau Monde. « Regardez-les » murmura-t-elle avec dégoût. « Ils planifient ouvertement leur trafic, leur corruption. Comment peut-on laisser de telles personnes prospérer impunément ?» Antoine observait lui aussi la scène, et Judith put voir sur son visage le dégoût qu'il éprouvait pour les agissements de son père et de ses associés. « Vous avez raison, » admit-il. « Ces hommes méritent d'être punis, mais il doit y avoir un autre moyen. »« Lequel ?» demanda Judith avec amertume. « La justice officielle ? Vous savez comme moi qu'elle ferme les yeux devant les crimes des riches. Les journaux ? Ils sont achetés. La police ? Elle est corrompue. » Georges Robert, grand et maigre, venait de se lancer dans un récit de ses dernières opérations usuraires. Il racontait avec délectation comment il avait ruiné une famille de fermiers en leur prêtant de l'argent à des taux impossibles à rembourser. « La femme est venue me supplier à genoux », narrait-il sous les rires de ses compagnons. « Elle m'offrait ses bijoux de famille, ses derniers biens précieux. Naturellement, j'ai refusé. Un contrat est un contrat. » Judith serra les poings. Cette famille ruinée aurait pu être la sienne si sa mère avait eu la malchance de croiser la route de Robert. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Une idée terrible, mais qui pourrait résoudre leurs problèmes sans faire couler le sang innocent. « Antoine !» dit-elle en se tournant vers son demi-frère. « Et si on ne prévenait que les innocents ?»« Comment ça ?»« Les épouses. On pourrait trouver un prétexte pour les éloigner de la table avant le dessert. Une indisposition soudaine, un malaise, quelque chose qui les obligerait à quitter la salle à manger. » Antoine la regarda avec des yeux écarquillés. « Vous envisagez toujours d'empoisonner les hommes. Ils le méritent, » répondit Judith avec une détermination retrouvée. « Et de cette façon, les innocents seront épargnés. Et moi ?» demanda Antoine. « Je suis censé mourir aussi ?» Judith le regarda longuement. Ce jeune homme était son frère de sang, mais il était aussi le fils de l'homme qu'elle haïssait le plus au monde. « Non, dit-elle finalement, vous n'êtes pas comme eux, vous avez un cœur, une conscience. Vous pourriez prétendre une indisposition et quitter la table vous aussi. Judith, écoutez-moi. » Antoine posa ses mains sur les épaules de sa demi-sœur. « Je comprends votre soif de justice, vraiment. Mais si vous faites cela, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Vous deviendrez une meurtrière. »« Je le suis déjà, » répondit-elle, avec une froideur qui glaça Henri et Margot. « La famille de Montclair, c'était différent. Vous étiez aveuglés par la colère, par la douleur, mais maintenant, vous savez ce que vous faites. Vous avez le temps de réfléchir, de choisir une autre voie. » Dans la salle à manger, les conversations devenaient de plus en plus animées. L'alcool aidant, les langues se déliaient et les confessions les plus compromettantes fusaient autour de la table. « Mes amis, » disait Paul Petit, un homme au visage poupin qui dissimulait une âme de requin, « attendez de voir ce que nous préparons à Marseille. Nous avons trouvé le moyen de faire travailler les enfants des rues sans que personne ne s'en aperçoive. Ils dorment dans nos entrepôts, travaillent 16 heures par jour et nous les nourrissons avec les déchets des marchés. » Les applaudissements qui saluèrent ces paroles révoltèrent Judith au plus haut point. Ces hommes étaient des monstres, pire que tout ce qu'elle avait imaginé. « Vous entendez ?» siffla-t-elle. « Ils exploitent des enfants qui pourraient avoir l'âge que j'avais quand ma mère a été chassée d'ici. » Antoine ne pouvait plus nier l'évidence. Les invités de son père étaient des criminels de la pire espèce. Mais il cherchait désespérément une alternative à la solution mortelle que proposait sa sœur. « Et les preuves ?» demanda-t-il soudain. « Tout ce qu'ils disent ce soir, nous l'entendons. On pourrait les enregistrer d'une manière ou d'une autre, constituer un dossier. »« Avec quoi ?» répliqua Judith. « Et même si nous y parvenions, qui nous croirait? La parole de domestique contre celle de bourgeois respectés. » Henri, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit soudain la parole. « Il y a peut-être un moyen. » Tous se tournèrent vers lui, espérant une solution miraculeuse.
Mon frère travaille pour le Courrier de l'Ouest à Angers, expliqua-t-il. C'est un journaliste qui ne se laisse pas acheter. Si on arrivait à lui fournir des preuves concrètes des agissements de ces familles, il pourrait publier une enquête. Quelles preuves ? Demanda Judith, sceptique. Leur conversation de ce soir, pour commencer. Et puis, ils doivent avoir des documents compromettants dans leurs affaires, des contrats, de la correspondance. Antoine sembla s'accrocher à cette idée comme à une bouée de sauvetage. Père garde tous ces documents importants dans le coffre de son bureau, et je connais la combinaison. Vous voulez vraiment trahir votre propre père ? Demanda Margot, incrédule. Ce n'est pas une trahison, répondit Antoine avec fermeté. C'est de la justice, et c'est ce que notre mère aurait voulu, ajouta-t-il en regardant Judith. Pour la première fois depuis des années, Judith sentit vaciller sa résolution. L'idée d'avoir un frère qui comprenait sa douleur et qui était prêt à l'aider dans sa quête de justice lui réchauffait le cœur d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de sa mère. Mais à cet instant, la voix d'Édouard Martin résonna depuis la salle à manger. « Mes amis, le rôti était excellent. Il est temps maintenant de goûter au chef-d'œuvre de notre cuisinière. Qu'on nous apporte ce fameux gâteau aux amandes. » Les 4 complices se regardèrent avec effroi. Le moment fatidique était arrivé. « Il faut décider maintenant, » dit Judith d'une voix tendue. « Soit on laisse servir ce gâteau et 8 hommes meurent ce soir, soit on trouve immédiatement une solution de rechange. » Antoine prit sa décision en une fraction de seconde. « Henri, allez chercher du papier et de l'encre. Nous allons transcrire tout ce que nous entendons. Margot, surveillez la porte et prévenez-nous si quelqu'un vient. Moi, je vais aller chercher les documents du coffre de père. »« Et le gâteau ?» demanda Judith. Antoine la regarda droit dans les yeux. « Vous allez le servir. »« Quoi ?» s'exclama Margot. « Mais sans dire à personne qu'il est empoisonné, » continua Antoine. « Si les invités découvrent la vérité par eux-mêmes, tant mieux. Sinon, eh bien que le destin décide. » Judith comprit immédiatement le plan de son demi-frère. C'était un compromis entre la vengeance pure et la justice légitime. Les criminels auraient une chance de s'en sortir s'ils étaient assez méfiants ou perspicaces, mais leur châtiment dépendrait du hasard plutôt que d'une exécution programmée. « C'est risqué, » murmura-t-elle. « Ils pourraient tous mourir quand même. »« Ou aucun d'entre eux, » répliqua Antoine. « C'est le prix du libre arbitre. Nous leur donnons une chance que père n'a jamais donnée à votre mère. » Les applaudissements venant de la salle à manger se firent plus insistants. Les invités réclamaient leur dessert avec une impatience croissante. « Madame Fournier !» appela le comte depuis le couloir. « Monsieur Martin demande le gâteau. » Judith prit une profonde inspiration et saisit le plateau sur lequel trônait son œuvre mortelle. Le gâteau était magnifique, doré à la perfection, nappé de sa calda luisante, orné de quelques amandes effilées. Personne n'aurait pu soupçonner qu'il contenait assez de poison pour tuer un régiment. « Allez-y !» chuchota Antoine. « Nous nous occupons du reste. » Judith traversa le couloir qui menait à la salle à manger, le cœur battant comme celui d'un condamné marchant vers l'échafaud. Mais cette fois, c'était elle qui tenait le rôle du bourreau. Elle poussa les portes de service et fit son entrée dans la somptueuse pièce. Immédiatement, tous les regards convergèrent vers elle et son chargement mortel. « Ah, enfin !» s'exclama Édouard Martin en frappant dans ses mains. « Mesdames et messieurs, je vous présente le chef-d'œuvre de Madame Fournier, un gâteau aux amandes avec calda au lisseur, sa spécialité. » Les compliments fusèrent de toutes parts. Les dames s'extasièrent sur la présentation, les hommes sur le parfum qui s'en dégageait. Judith déposa le plateau sur la desserte et commença à découper le gâteau en parts égales, sous les yeux admiratifs des convives. « Madame Fournier !» déclara Mathilde Martin d'une voix fragile. « Ce gâteau me rappelle quelque chose. Cette recette, ne l'avez-vous pas apprise de quelqu'un de particulier ?» Judith faillit lâcher son couteau. « Pardon, madame ? Cette façon de préparer la calda, cette texture particulière, il me semble avoir déjà goûté quelque chose de similaire. Il y a bien longtemps, quand j'étais encore jeune fille. » Édouard Martin jeta un regard agacé à sa femme. « Mathilde,
Ne fatiguez pas Madame Fournier avec vos souvenirs confus, servez-nous plutôt cette merveille. » Mais Mathilde continuait de fixer Judith avec une intensité troublante. « Vous me rappelez quelqu'un aussi, Madame Fournier. Ces yeux, cette façon de tenir la tête. Où avez-vous dit avoir travaillé auparavant? » »« À Lyon, Madame, chez les de Montclair. »« Non, non, ce n'est pas cela. » Mathilde fronça les sourcils, visiblement en proie à un effort de mémoire. « C'est plus ancien. Quelqu'un qui travaillait ici même, dans cette maison. » Judith sentit la sueur perler sur son front. Si Mathilde Martin se souvenait de sa mère, tout son plan pourrait s'effondrer. « Ma chère épouse, » intervint Édouard d'un ton sec, « vous divaguez encore. Vos nerfs vous jouent des tours. »« Peut-être, » murmura Mathilde, mais ses yeux ne quittaient pas Judith. Pendant ce temps, dans le bureau d'Édouard Martin, Antoine fouillait fébrilement les tiroirs du coffre-fort qu'il venait d'ouvrir. Les documents s'empilaient. Contrats de vente d'armes falsifiées, accords de corruption avec des fonctionnaires, correspondances compromettantes avec des trafiquants de tout poil. « Mon Dieu !» murmurait-il en parcourant les lettres. « Père est encore pire que je ne l'imaginais. » Il tomba sur une liasse de documents qui le figea d'horreur, des contrats d'achat d'enfants orphelins destinés à être vendus comme esclaves dans les plantations d'Amérique. La signature d'Édouard Martin figurait au bas de chacun d'eux. « Des marchands d'esclaves, chuchota-t-il. Mon père et ses amis sont des marchands d'esclaves. » Dans les cuisines, Henri transcrivait à la hâte les conversations qu'il parvenait à entendre depuis la salle à manger. Les révélations s'enchaînaient. Trafic d'armes, exploitation d'enfants, corruption de magistrats, assassinats commandités. « Il y en a assez pour les faire tous pendre, » murmura-t-il à Margot qui montait la garde. Mais soudain, la lingère se raidit. « Quelqu'un vient. Cachez tout ça. » Henri glissa précipitamment ses notes dans sa poche au moment où le comte apparaissait dans l'encadrement de la porte. « Que faites-vous ici » demanda l'intendant, méfiant. « Vous devriez être en train de débarrasser la table. »« On préparait le service du café » balbutia Henri. Le comte les regarda suspicieusement, mais n'insista pas. « Dépêchez-vous. Monsieur Martin n'aime pas attendre. » Quand il fut reparti, Henri et Margot échangèrent un regard inquiet. Le temps leur était compté. Dans la salle à manger, Judith avait terminé de découper le gâteau et commençait à servir les portions. Chaque assiette qu'elle tendait contenait une dose mortelle de poison, mais son visage restait impassible. « Pour vous, monsieur Bernard », dit-elle en présentant la première part au corpulent homme d'affaires. Armand Bernard saisit son assiette avec gourmandise et huma le parfum du gâteau. Délicieux, on sent déjà la qualité. Il porta sa fourchette à sa bouche. Mais au moment où il allait prendre sa première bouchée, Claude Thomas l'interpella. « Armand, attendez, j'aimerais porter un toast avant que nous dégustions ce dessert. » Bernard suspendit son geste, légèrement agacé d'être interrompu dans sa dégustation. « Mes chers amis, » déclara Thomas en se levant, « avant de savourer ce gâteau qui couronne notre festin, j'aimerais remercier notre hôte et sa remarquable cuisinière. » Des applaudissements polis saluèrent ces paroles, tandis que Judith continuait de distribuer les portions, le cœur battant la chamade. « À notre réussite commune, » continua Thomas, « et à tous ceux qui, comme cette charmante cuisinière, contribuent à notre prospérité. » Il leva son verre de vin, imité par tous les convives. Mais au moment où il allait boire, son regard se posa sur Judith, et il se figea. « Attendez, dit-il lentement, cette femme, je la reconnais. » Tous les regards se tournèrent vers la cuisinière qui sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous vous trompez sûrement, monsieur Thomas, » tenta-t-elle. « Non, non, je ne me trompe jamais sur les visages. » Thomas la fixait avec une intensité croissante. « Vous êtes Judith Fournier, n'est-ce pas, la cuisinière de la famille de Montclair à Lyon ?» Un silence de mort s'abattit sur la salle à manger. Même les bruits de couverts cessèrent. « Et alors ?» demanda Édouard Martin, ne comprenant pas où voulait en venir son invité. « Mon cher Édouard, » dit Thomas d'une voix glaciale, « cette femme est recherchée pour le meurtre de ses anciens employeurs. Toute la famille de Montclair est morte empoisonnée il y a 6 mois, et elle a disparu juste après. » La révélation tomba comme un couperet.
Les femmes poussèrent des exclamations horrifiées, les hommes se levèrent d'un bond, et toutes les assiettes de gâteaux furent immédiatement repoussées. « Empoisonné !» s'écria Mathilde Martin en portant la main à sa gorge. « Mon Dieu, le gâteau ! Personne n'y a encore touché !» cria Georges Robert. « Nous l'avons échappé belle !» Judith se tenait immobile au milieu de la pièce, tandis que 18 pères Dieu la fixaient avec un mélange de terreur et de haine. Son plan venait de s'effondrer de la façon la plus inattendue qui soit. « Garde !» hurla Édouard Martin. « Qu'on arrête cette femme immédiatement !» Mais au moment où les domestiques se précipitaient vers elle, Judith porta la main à sa poche et en sortit un petit flacon qu'elle porta à ses lèvres. « Non !» cria Antoine en faisant irruption dans la salle à manger. « Judith, ne faites pas ça !» Trop tard. Judith avait vidé le flacon d'un trait. C'était de l'arsenic pur, une dose qui la tuerait en quelques minutes. « Pourquoi ?» sanglota Antoine en se précipitant vers elle. « Pourquoi ?» Judith s'effondra dans ses bras, déjà prise de convulsions. Avec ses dernières forces, elle murmura « Les documents, dans mon carnet, la vérité sur votre père et sur vous. » Elle lui glissa dans la main un petit objet, une clé. Puis ses yeux se révulsèrent et elle rendit son dernier souffle dans les bras de son demi-frère, sous les yeux horrifiés de l'assemblée. Antoine berça le corps sans vie de sa sœur, des larmes coulant sur ses joues. Autour de lui, les invités parlaient tous en même temps, réclamant des explications, exigeant des garanties sur leur sécurité. Mais lui ne pensait qu'à cette femme qui avait vécu dans la haine et la soif de vengeance, et qui était morte sans avoir obtenu la justice qu'elle réclamait pour sa mère. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Car dans les cuisines, Henri venait de terminer de recopier la dernière confession qu'il avait entendue, et il glissait ses notes dans une enveloppe qu'il adresserait dès le lendemain à son frère journaliste. La vengeance de Judith Fournier ne faisait que commencer. 3 mois après la mort de Judith Fournier, l'affaire avait été officiellement classée. Suicide d'une domestique déséquilibrée, avaient conclu les autorités locales. Les familles Martin, Bernard, Thomas et leurs associés avaient repris leurs affaires comme si rien ne s'était passé, convaincus d'avoir échappé à un péril mortel sans conséquences durables. Antoine Martin se tenait devant la tombe fraîchement creusée de sa demi-sœur dans le petit cimetière de Rennes. Une simple croix de bois portait son nom et ses dates de naissance et de décès. Aucune épitaphe, aucune fleur, juste l'anonymat d'une mort que la société préférait oublier. « Je suis désolé », murmura-t-il au vent glacé de mars 1846. « Je suis désolé de ne pas avoir su vous aider à temps, mais je vous promets que votre sacrifice ne sera pas vain. » Il déposa une gerbe de violettes sur la terre encore meuble et sortit de sa poche une lettre froissée qu'il avait reçue la veille. L'entête du courrier de l'Ouest d'Angers était clairement visible. « Monsieur Martin » avait écrit le rédacteur en chef. « Suite aux documents que votre ami Henri nous a transmis, nous avons mené une enquête approfondie sur les activités de votre père et de ses associés. Je dois vous informer que nos révélations paraîtront dans l'édition de demain. Nous vous conseillons de quitter Rennes au plus vite. » Antoine replia la lettre et regarda une dernière fois la tombe de Judith. « Vous avez gagné, ma sœur. Justice va enfin être rendue. » En effet, ce matin-là, dans toute la France, les lecteurs du Courrier de l'Ouest découvraient avec stupéfaction les véritables activités des 8 familles les plus respectées de la bourgeoisie française. L'article de première page, titré « Les seigneurs du crime » détaillait méticuleusement leur trafic d'armes, leur exploitation d'enfants, leur réseau de corruption et, plus horrible encore, leur participation active à la traite des esclaves. À Paris, Armand Bernard était arrêté à son domicile alors qu'il prenait son petit déjeuner. Les preuves contre lui étaient accablantes. Des centaines de lettres prouvant ses liens avec des négriers, des contrats falsifiés, des témoignages de victimes. « C'est impossible !» hurlait-il tandis que les gendarmes lui passèrent les menottes. « Ces documents sont des faux. Je n'ai jamais... » Mais sa propre écriture, authentifiée par des experts, le trahissait à chaque page. À Normandie, Claude Thomas tentait de fuir vers l'Angleterre quand il fut intercepté au port du Havre. Dans ses bagages, les douaniers trouvèrent une fortune en or et en bijoux, probablement volée à ses victimes.
Georges Robert, lui, ne put même pas quitter Bordeaux. Alerté par l'article, ses anciens clients ruinés avaient formé une foule en colère qui assiégeait sa demeure. Il fallut l'intervention de l'armée pour le sauver du lynchage et l'emmener en prison. Un par un, les 8 patriarches furent arrêtés, jugés et condamnés. Certains finirent sur l'échafaud, d'autres aux travaux forcés à perpétuité. Leurs fortunes furent confisquées et redistribuées à leurs victimes, mais le sort le plus cruel fut réservé à Édouard Martin. 3 jours après la parution de l'article, Antoine se présenta chez son père avec Henri et Margot comme témoins. Il portait sous le bras le carnet de recettes de Judith et plusieurs documents qu'il avait trouvés grâce à la clé qu'elle lui avait donnée. « Père », dit-il en entrant dans le salon où Édouard Martin, vieilli de 10 ans en quelques jours, regardait par la fenêtre les gendarmes qui cernaient sa propriété. « Antoine », la voix d'Édouard était brisée, presque inaudible. « Mon fils, tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Pas toi? » « Je ne suis pas votre fils, » répondit Antoine d'une voix ferme. « Pas plus que Judith n'était votre fille. Mais elle, au moins, avait des excuses pour vous haïr. » Il ouvrit le carnet de Judith et commença à lire. « Journal de Marie Fournier, 1823. Aujourd'hui, Édouard Martin a refusé de reconnaître sa fille. Il m'a chassé de sa maison en me traitant de traîné. Ses amis Bernard, Thomas et les autres répandent des rumeurs sur mon compte dans toute la région. » Édouard Martin pâlit. « Marie Fournier? Non, c'est impossible. Vous vous souvenez d'elle maintenant ?» continua Antoine impitoyablement. « Cette jeune cuisinière que vous avez séduite et abandonnée? Cette femme qui est morte dans la misère parce que vous l'aviez détruite socialement? Je ne savais pas qu'elle était morte. Et l'enfant? L'enfant, c'était Judith, votre fille, celle que vous avez poussée au suicide en refusant de reconnaître votre paternité. » Édouard Martin s'effondra dans son fauteuil, submergé par le poids de ses crimes. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Ce que vous avez toujours fait, » répliqua Antoine. « Détruire des vies innocentes pour votre profit personnel. » Il sortit alors un autre document du carnet, l'acte de naissance de Judith, où figurait la mention « Père inconnu », mais aussi, dans les marges, des annotations de la main de Marie Fournier, précisant l'identité réelle du géniteur. Avec ce document et les témoignages de Henri et Margot, j'ai demandé au tribunal de reconnaître officiellement Judith comme votre fille légitime, annonça Antoine. Ce qui fait d'elle votre héritière légale. Mais elle est morte, en effet, et selon les lois de succession, ses biens reviennent à son plus proche parent vivant. Antoine sourit froidement, c'est-à-dire moi, son demi-frère. Édouard Martin comprit soudain où voulait en venir son fils. Tu vas hériter de mes biens? De tous vos biens, père, que je lèguerai immédiatement aux victimes de vos crimes et de ceux de vos associés. Antoine se dirigea vers la porte. Les orphelins que vous avez vendus, les familles que vous avez ruinées, les femmes que vous avez détruites, ils auront enfin leur part de justice. « Antoine, mon fils, tu ne peux pas me laisser ainsi !» Mais Antoine était déjà parti, laissant son père seul face à l'arrivée des gendarmes. Quelques mois plus tard, Henri épousait Marie-Claire, la femme de chambre, avec la dot que leur avait offerte Antoine. Margot, elle, avait pris sa retraite dans une petite maison qu'elle avait achetée avec sa part de l'héritage Martin. « Dites-moi, monsieur Antoine, » lui demanda Henri un jour où il se promenait dans les jardins de Bellefleur, désormais transformés en orphelinat. « Vous ne regrettez jamais d'avoir tout donné ?»« Jamais, » répondit Antoine, en regardant les enfants jouer dans les allées où jadis se promenaient les invités criminels de son père. Cet argent était maudit. Il valait mieux qu'il serve à réparer le mal qu'il avait causé. « Et vous, qu'allez-vous devenir ?» Antoine sortit de sa poche une lettre qu'il avait reçue le matin même. « J'ai été accepté comme médecin bénévole dans un hôpital de Lyon. J'irai soigner les pauvres, ceux que mon père méprisait tant. » Il leva les yeux vers le ciel gris de Bretagne. « C'est ce que Judith aurait voulu, je crois. Que sa mort serve à quelque chose de bien. » Le soir même, Antoine quitta définitivement la demeure Bellefleur.
Dans ses bagages, il emportait le carnet de recettes de sa sœur qu'il avait décidé de conserver en souvenir. Toutes les recettes, sauf une, qu'il avait arrachée et brûlée, celle du gâteau aux amandes et calda au lisseur. Certains secrets, pensait-il, étaient trop dangereux pour être transmis. Mais ce qu'Antoine ignorait, c'est que Judith avait eu le temps de transcrire cette recette ailleurs avant de mourir. Dans une lettre qu'elle avait confiée à un prêtre du village, avec pour instruction de ne l'ouvrir que 10 ans après sa mort. Car Judith Fournier avait toujours eu plusieurs coups d'avance dans sa partie d'échecs contre l'injustice. Et quelque part, dans un presbytère de Bretagne, une enveloppe scellée attendait son heure, contenant les dernières volontés d'une femme qui avait fait de la vengeance, un art et de la justice son testament. L'histoire de Judith était terminée, mais son héritage ne faisait que commencer. Dans les années qui suivirent, d'étranges accidents frappèrent les derniers complices des 8 familles, ceux qui avaient échappé aux arrestations. Des morts suspectes, toujours liées à des empoisonnements, toujours précédées de la livraison mystérieuse d'un gâteau aux amandes avec calda au lisseur. Les autorités n'établirent jamais de lien entre ces décès et l'affaire Martin. Comment aurait-elle pu soupçonner qu'une morte continuait de rendre la justice depuis sa tombe? Car Judith Fournier avait formé des disciples avant de mourir, des femmes victimes comme elle des crimes de ces hommes, des femmes qui avaient appris ces recettes, toutes ces recettes. Et chaque fois qu'un innocent était opprimé, chaque fois qu'un criminel échappait aux tribunaux, quelqu'un, quelque part, se souvenait de l'histoire de la cuisinière de Bellefleur et de son gâteau mortel. La légende était née. Une légende qui traverse encore aujourd'hui les cuisines de France, murmurée par les femmes qui ont gardé la mémoire de celle qui transforma un dessert en instrument de justice. Car certaines recettes, dit-on, ne se perdent jamais vraiment. Elles se transmettent de mère en fille, de victime en justicière, attendant patiemment l'heure où elles redeviendront nécessaires. L'heure où l'injustice appellera de nouveau la vengeance, et où quelqu'un, dans l'ombre d'une cuisine, ouvrira un carnet de recettes aux pages jaunies et commencera à mélanger les ingrédients d'un gâteau aux amandes avec calda au lisseur. Car Judith Fournier n'était pas seulement une cuisinière, elle était devenue un symbole. Le symbole de toutes celles qui refusent de courber la tête devant l'oppression. Le symbole de la justice qui vient d'en bas, quand celle d'en haut fait défaut. Le symbole de l'amour maternel qui survit à la mort et continue de protéger ses enfants. Et tant qu'il y aura des innocents à venger et des coupables à punir, l'esprit de Judith Fournier continuera de hanter les cuisines de France, guidant la main de celles qui ont choisi de faire de la gastronomie un art de la guerre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.